Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et j'ai pas mal de retard. Du coup, j'ai pas mal de séries ou films à aborder. Donc je vais le faire particulièrement rapidement. Je rappelle, c'est vrai que je le fais jamais, mais je rappelle que dans les JDV, c'est pas des critiques telles que certains ont l'habitude d'en voir sur YouTube. Je dis ça parce que j'ai reçu 2-3 messages en me disant tu critiques pas vraiment les films dont tu parles. Non, mais je je prétends pas le faire. Je donne vraiment mon ressenti, je fais 2-3 remarques et voilà, c'est comme un pote qui te parlerait d'un truc qu'il a vu récemment, te le conseillerait, te le déconseillerait. Ni plus ni moins, mais donc oui, on n'est pas dans la bio du réal, les conditions de tournage, voilà. Donc j'ai vu Sweet Pea, une série sur Paramount+, en 6 épisodes, que j'ai binge-watché, comment dire, le souffle coupé, quoi. J'ai trouvé ça excellent. C'est avec cette actrice qui était l'héroïne de la série Fallout. J'ai oublié son nom. Qui a un visage très particulier avec des yeux immenses sur un visage assez fin finalement. Enfin bref, enfin je dis ça parce que ça dégage un truc assez spécial quoi. Je l'avais déjà beaucoup apprécié dans Fallout et là dans Sweet Pea elle est incroyable. C'est une grosse claque. L'histoire pour faire très vite sans rien vous spoiler bien évidemment. On va suivre une jeune femme qui est très introvertie, très mal dans sa peau, qui a un lourd passé. Elle a subi du harcèlement durant sa scolarité, des choses comme ça, durant ses études, et de manière assez terrible. Elle en a gardé de réels traumatismes et une incapacité à s'imposer en société. Enfin, voilà, elle n'est pas respectée, même dans son boulot, et elle n'arrive pas à se faire entendre. Et surtout, elle a l'impression que personne ne la voit. C'est-à-dire qu'elle voilà, elle n'a pas d'importance, elle n'a pas de, elle a son existence, mais elle ne compte pour personne et elle n'est prise en compte par personne. Du coup. Et il va se passer deux événements déclencheurs en fait. Je les mentionne parce que c'est dès le début, c'est le pitch en fait. Hein. Elle va perdre son père avec qui elle vivait et qui était vraiment sa seule source de bonheur, on pourrait dire, hein, dans sa vie. Et la personne qui l'a harcelé et maltraité, justement au bahut, etc., va réapparaître dans sa vie, donc 10 ans ou 20 ans plus tard. Et elle va basculer. En fait, ça va être trop pour elle. Elle va décider, enfin, elle va même pas décider vraiment, mais en elle, quelque chose il y a un verrou qui va sauter, quoi. Et on va la voir tout d'un coup céder à des pulsions voilà, de violence, etc. Et à analyser le bien que ça lui fait. Enfin, je trouve ça excellent, super bien écrit. Vraiment, le casting est parfait. Grosse reco. Voilà, Sweet Pea sur Paramount+. Je précise quand même que la fin du dernier épisode de la saison 1, c'est vraiment sadique. J'étais très contrarié, mais c'est bon signe. Ouais, t'es vraiment accro au truc et enfin, vraiment, spontanément, j'ai foutu ma gueule. Bon, voilà, la saison 2 est confirmée, donc voilà, on va juste être patient. Mais très belle surprise. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup sur YouTube, mais je peux me tromper. N'ayant moi-même un peu moins de temps pour regarder les vidéos des copains. Ensuite, j'ai vu Novocaine avec le fiston Jack Quaid. J'ai vu qu'autour de moi, globalement, j'ai l'impression le film a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé le début, le ton, même sa façon de jouer. On suit donc un employé de banque qui ça pourrait presque être le grand frère de la meuf de Sweet Pea. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est pas du tout imposant, voilà, qui a pas vraiment d'amis et qui souffre d'une maladie qui fait que les neurotransmetteurs ne fonctionnent pas concernant la douleur. Donc il est obligé de faire très attention dans sa vie parce qu'évidemment ne pas avoir mal en réalité c'est pas du tout cool. C'est-à-dire que ton corps te prévient pas quand il y a un danger ou un problème même. Et donc à toi d'être très prudent, très vigilant. Ça, j'ai trouvé ça super bien expliqué, super bien avancé, c'est drôle, il y a un humour qui est cool. Et il va rencontrer une fille qui semble tomber amoureuse de lui. Et pour lui, évidemment, c'est un événement miraculeux.
Sauf que un braquage doit avoir lieu et elle va être prise en otage. Et là, c'est un peu comme voilà, comme je disais tout à l'heure pour l'autre, ça va déclencher en lui quelque chose qui fait que il va se lancer à sa poursuite pour la sauver. Un truc, enfin un comportement qu'il n'aurait pas du tout en temps normal. Parallèlement à ça, il va être soupçonné d'être complice puisque, enfin, je voudrais pas spoiler bien évidemment. Toujours est-il que le film vraiment, la première heure, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais ça très cool, pas con, drôle par moment. Ensuite, enfin, ça vire vers le too much pour moi. La dernière demi-heure, alors la scène finale encore plus quoi. C'est tellement n'importe quoi, mais vraiment pour faire rire. Enfin, c'est exagéré. Enfin, j'ai trouvé ça, ça m'a pas plu quoi. Donc au final, le film ne m'a pas séduit du tout. Même si j'ai passé un très bon moment au début, enfin pendant toute une partie du film, vraiment sa conclusion et le oh là, la fin, là, c'est pas possible, quoi. Moi, j'étais devant le film, je me disais, oh non, non, bon. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas kiffé parce que j'aurais aimé que ça reste ouais, sur le ton de cette première heure et c'est pas du tout ce que ça fait. Ça part pour voilà, être spectaculaire, quoi. Enfin, c'est les codes de ce genre de film depuis quelques années parce qu'à une époque, c'était pas obligatoire, mais là, vraiment. Vers la fin, enfin, c'est pas tellement que c'est crédible au début, mais oui, enfin si quand même un peu. Et mais alors à la fin, c'est ridicule. Enfin c'est ridicule, mais c'est fait exprès. Mais bon, voilà. Déception. Déception également pour le nouveau film du réal de Parasite, là, Mickey 17, on va dire. Voilà, à la française avec Robert Pattinson. Je comprends ce qui a, enfin, je perçois ce qui a séduit des gens. Moi, ça a été, bah non. Je- J'ai trouvé le film interminable, cette voix off insupportable, le ton en fait du perso, enfin, ouais, con, avec, comment dire, des remarques qui sont faites pour te faire rire, ou le trouver touchant, se dire oh il est trop mignon, il est trop touchant. Non, moi ça m'a irrité très vite, et comme c'est de la voix off tout le temps, il y a un moment, c'est insupportable. Et ensuite, l'intrigue, enfin, franchement, ça m'a rappelé d'autres trucs. Enfin, il y a un film avec Tom Cruise, là, Edge of Tomorrow, qui est tellement, enfin, qui est beaucoup plus sérieux, évidemment, mais que je préfère tellement un milliard de fois sur ce genre de concept. Donc, voilà, je vais pas m'étendre vraiment dessus parce que j'ai le truc à mentionner, mais je n'ai pas apprécié ce film. Voilà, j'ai trouvé vraiment. En plus, j'ai trouvé qu'il y a une sorte de prétention. Alors c'est déjà le cas dans Parasite, mais Parasite c'était tellement génial, c'est pas gênant quoi. Mais là, bon, non. Même la poésie avec les bestioles, je regardais, je me disais, je sais pas, je ne sais pas ce que je dois ressentir en fait. Non, moi je vous le conseille pas particulièrement, mais c'est pas un ratage quoi. C'est juste que j'ai pas apprécié la proposition quoi. Qu'ai-je vu d'autre? Ah oui, alors j'ai vu sur Netflix la mini-série, enfin c'est un documentaire, Golden Greed, c'est le truc Chasse au trésor, quelque chose en français. Incroyable, j'ai surkiffé. Drôle au début et vers la fin assez triste et très révélateur de la nature humaine évidemment, mais aussi d'un certain aspect de l'Amérique qui est presque touchant. Enfin bon, en gros, hein, d'un type, alors il est assez âgé, etc., qui va planquer un trésor quelque part. Donc, dans une immense superficie, hein, je précise quand même, mais et puis des zones, bref. Enfin, vous verrez. Bref, un trésor est caché et il va écrire un livre qui est à la fois une autobiographie et à la fois une sorte de parcours. Enfin, disons que le livre est truffé d'indices pour localiser le trésor et la personne qui le trouve évidemment le garde. Je précise que c'est donc des pièces rares, des bijoux, mais il y a pour une valeur, je me souviens plus du montant, mais c'est énorme. Le butin est colossal. Je crois qu'au tout début, ça fait pas trop le buzz, mais tout d'un coup, ça va exploser et les gens vont devenir fous. Et au début, ça va être la région, puis ça va être le pays tout entier.
et ça va aller très 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 loin. Dans cet acharnement, alors à la fois de professionnels de ce genre de truc, quoi, de chasse au trésor, et à la fois de gens pas du tout expérimentés qui vont se lancer dans des zones dangereuses, persuadés qu'ils vont trouver le trésor. Et le documentaire est extrêmement bien ficelé. On a vraiment, enfin, on suit en fait le truc qui part hors de proportion. C'est fascinant et un peu flippant. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je vous dis pas comment ça se termine, mais ça fait vraiment réfléchir. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment c'est une grosse reco celui-là. Golden Greed, Chasse au trésor. Je sais plus combien d'épisodes, mais pas beaucoup. Donc c'est assez rapide à visionner. Qu'ai-je vu d'autre? Ah ouais, alors ça c'est enfin c'est peut-être la plus grosse claque que je suis en train de me prendre actuellement sur Disney+, Good American Family. Un épisode par semaine, malheureusement. Enfin pour les gens comme moi qui sont très impatients. L'histoire vraie d'une famille américaine qui va, enfin d'un couple qui va adopter une petite fille. C'est une petite fille qui souffre d'une maladie de déformation qui fait elle ne grandira pas vraiment et elle est un peu, c'est pas du nanisme, mais enfin, voilà, elle a un problème génétique et qui touche son développement, etc. Donc elle n'a pas une apparence normale et surtout son comportement n'est pas normal. Et donc, ce qui était leur rêve, enfin voilà, va virer au cauchemar extrêmement rapidement. Enfin, et ils ont d'autres enfants, donc en plus, elle met en danger, enfin, sur qu'elle est agressive, c'est chaud. Bref, pour pas vous spoiler quoi que ce soit, mais quand même, ils vont, enfin, le pitch du truc, c'est que ils vont soupçonner qu'en fait, c'est une adulte. Et non une enfant de 8 ans comme officiellement elle se définit et elle leur a été voilà donnée comme ça quoi. Donc ça fait énormément penser au film d'horreur Esther qui était génial d'ailleurs, enfin le premier. Sauf que là, donc c'est une histoire vraie. C'est remarquable. On a cet acteur, j'ai oublié son nom, j'ai honte, à qui on doit le film, enfin les films Creep, dont je vous parle régulièrement parce que moi j'adore ces films. Fan footage horrifique, mais horrifique pas que, enfin psychologiquement surtout. Et lui, il est génial. C'est la première fois, je crois, que je le vois dans un film qui n'est pas de lui. Enfin, c'est dans un rôle du coup où il n'est pas dans son perso confortable, voilà, j'ai envie de dire. Et il est époustouflant. La mère, elle est interprétée par l'héroïne de merde, comment ça s'appelle cette série Grey Anatomy. Je sais plus, j'ai jamais regardé donc bon. Mais elle est géniale également. Le casting est sublime. C'est incroyable. Moi, je regarde ça chaque semaine là, mais c'est à couper le souffle. Immense reco, Good American Family sur Disney+. Là, pareil, j'ai pas l'impression qu'autour de moi, tout le monde s'extasie dessus, alors que merde, bon, ça m'énerve tout seul. Qu'ai-je vu d'autre? Ah oui, alors sur le même principe, enfin sur le même principe d'un épisode par semaine sur Apple TV, je regarde de Studio. Et alors là, pareil, enfin, dans un genre très différent évidemment, je me régale. Donc voilà, satire au vitriol, comme on disait à l'époque dans les revues spécialisées, sur bah, le milieu du cinéma à Hollywood. C'est fabuleux, c'est très très drôle, énormément de caméos de stars, voilà. Alors bon, c'est pas du niveau de Tom Cruise, mais il y a quand même quand même des sacrées vedettes qui apparaissent. C'est assez impressionnant. Le dernier épisode, je crois, ouais, c'était le troisième, un truc comme ça, avec Ron Howard. Or, celui-là, extraordinaire, mais extraordinaire. Je les ai tous adorés pour l'instant, mais alors l'épisode avec Ron Howard, le mec, il m'a bluffé, quoi. Grosse reco, ça fait plaisir, il y a quand même pas mal de trucs que je vous recommande finalement. Et je vais d'autres. Ah, une déception pour quand même changer un petit peu, on va se calmer. The Insider, le dernier Soderbergh. Euh, Vraiment typiquement le genre de film quoi, que tu regardes et où à la fin tu te dis qu'est-ce que ça m'a apporté, mais rien. Est-ce que j'ai pris vraiment un grand plaisir à le regarder? Alors moi personnellement non. Donc voilà, quelqu'un me dira bah ouais. Vraiment l'intrigue, j'ai trouvé ça tellement bateau. Pardon. Je m'attendais à un moment à l'arrivée d'un élément, j'allais dire perturbateur de scénario quoi. C'est-à-dire que là tu vois très bien comment ça se profile.
Tu te dis, si le mec ne fait aucun effort d'écriture, il va se passer ça, 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 et ça va se terminer comme ça, quoi. Ça, ce serait le truc déceptif à balle, quoi. Mais évidemment, quand même, je pense que je vais être surpris que, évidemment, il s'est pas contenté d'un... Et si, mais si, complètement. C'est-à-dire que t'as tout deviné très rapidement, et tu te dis, ouais, dans le pire des cas, ça va se terminer comme ça, et ça se termine comme ça. Il y a vraiment, c'est le niveau d'un téléfilm, je sais pas. Alors c'est très beau, c'est très propre, ça joue bien, mais l'intrigue, mais c'est à chier, quoi. Mais à chier, quoi. C'est une honte, quoi. Donc t'as un truc plan-plan, quoi. Là, d'agents secrets avec des trahisons, mais tellement clichés, mais je n'ai pas compris pourquoi il a craqué sur ce truc-là et il a eu envie de faire ça, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, je sais que j'ai vu des gens dire quel excellent film, enfin, mais non, enfin, enfin non, non, non. Donc ça, celui-là, je vous le déconseille carrément. Enfin, c'est pas irregardable une fois de plus, mais les ambitions sont tellement au ras du plancher que bah ouais, du coup, il a fait un truc scolaire, mais ultra scolaire et propre, quoi. Voilà, ultra déçu. Ultra déçu également, voilà, vous voyez, hein, là, le temps des éloges est fini. Ultra déçu également par The Rule of Jenny Payne. Alors ça, c'est totalement moins mis en avant, évidemment, parce que j'étais un peu intrigué suite à des critiques très positives. Alors bon, on a le tonton Stephen King là, qui a crié au chef-d'œuvre, un des meilleurs films qu'il ait vu dans l'année, mais voilà, Stephen King, on sait que on n'a pas tous ses goûts, clairement. Et voilà, il y trouve des trucs fabuleux, que bon, voilà, bref. Et ben là j'ai carrément pas aimé le film, quoi, mais pas du tout. Et le côté horrifique, psychologique, hein, je précise, hein, c'est pas un film d'horreur avec des monstres, hein, mais c'est censé être flippant par le comportement, la folie, voilà, bon, ça n'a pas fonctionné sur moi du tout, mais du tout, du tout. Du coup, j'ai trouvé le film interminable. Un petit peu comme pour The Insider, ça joue très bien. On est sur un avocat qui va faire qui va avoir un incident cérébral et qui va se retrouver, j'allais dire chez les fous, oui et non, hein, mais momentanément, voilà, hospitalisé, interné, on va dire, c'est un peu entre les deux. Et il va être pris pour cible par un autre patient qui maltraite un peu tout le monde, hein, mais qui va vraiment se le prendre lui dans le pif et s'acharner sur lui, à le torturer psychologiquement, etc., etc. Et d'ailleurs, il est interprété par cet acteur qui est génial, et il jouait le Trinity Killer, je crois, dans Dexter. Enfin, moi, vraiment, pareil, j'attendais le moment où ça allait basculer dans quelque chose de vraiment flippant. Et en fait, ça n'y tombe jamais. Ça reste dans ce truc, bon, tiède, quoi, pour moi, hein, tiède jusqu'à la toute fin. Il y a quelques bonnes scènes, hein, mais je me suis fait chier, même, je peux le dire. Vraiment, non, j'ai pas trouvé que c'était bien The Rule of Jenny Payne. Maintenant, voilà, mon honnêteté de professionnel de la profession sur YouTube et en tant que possesseur de carte gold de cinéphile me pousse à vous dire que voilà, moi j'ai pas kiffé, mais globalement les gens ont l'air de crier enfin au chef-d'œuvre peut-être pas, mais à l'énorme réussite. Donc bref, je vais passer très rapidement également sur The Monkey. Au tout début, ah tiens, je crois que je l'ai là. Ouais, il est là. Regardez-moi ça. D'origine. Donc adapté d'une nouvelle de Stephen King, alors adapté, donc étiré en film et tout, et surtout décliné en comédie burlesque, là, vraiment, comme c'est la mode, hein, on va pas se mentir. Et vous savez ce que j'en pense, moi, de ce genre de film d'horreur qui, exprès, ne fait pas peur, et est plus influencé par American Pie que par Shining. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en peux plus, ça me pète les couilles. Et là, je savais que ce serait ça, j'avais compris, hein, parce que j'avais vu les retours qui disaient, les critiques même, qui disaient ah là là, si vous voulez passer un moment ultra fun, à éclater de rire en mangeant des pop-corn et tout, ne loupez pas ce film. Donc voilà, donc j'avais compris que oui, parce que inutile de vous dire que la nouvelle n'est pas drôle. Voilà. Et j'ai regardé quand même parce que je suis curieux, parce que Stephen King, quand même, à la base. Oui, j'ai pas eu de bonne surprise, évidemment. Je trouvais ça, mais
putain, mais en fait, ça m'a mis en colère, quoi, parce que c'est vraiment ce genre de cinéma que je déteste maintenant. Au début, en fait, je me disais, bah, c'est pas pour moi et tout. À la fin, enfin, au bout d'un moment, je vous le disais, vous avez vu mon évolution. Je disais, il y en a trop, quoi. Et puis surtout, ça nuit, enfin, pour moi, ça nuit. En fait, c'est une nouvelle catégorie. C'est comme si, dans les années 90, quand j'allais au vidéoclub, il y avait rayon comédie, film d'horreur, et qu'il y avait un nouveau rayon, qui à l'époque n'existait pas, qui serait, on va dire, ouais, ça existe, c'est comédie horrifique. Moi, le horrifique, pour moi, il est trop là-dedans, quoi. Donc, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Donc, c'était à chier, quoi. Vraiment, oh là là, la fin, mais ridicule, avec le frangin. Oui, parce que tout d'un coup, hein, je regarde, je dis, mais ils essaient de m'émouvoir, là. Genre, alors, ça fait 1 heure qu'on me fait des blagues de Toto et des gags visuels, on dirait un épisode de Tom et Jerry, quoi. Et tout d'un coup, t'as les deux frangins qui se parlent. Je vous ai même pas fait le pitch, mais enfin bon, bref, en gros, c'est un jouet maudit, voilà, qui tue des gens. Franchement, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ouais, et à la fin, il y a une scène un peu émouvante entre les deux frères, mais ça ne peut pas marcher. Enfin, moi, j'étais carrément. Là, par contre, ça m'a fait rire. C'est la seule scène du film qui m'a fait rire. Voilà, à éviter, sauf si vous êtes fan de ce genre-là, quoi. Parce que il y a clairement des gens qui adorent ce style-là. J'ai pas regardé si le film cartonne. Mais je pense pas que c'est un carton énorme, mais ça se trouve, c'est pas un bide non plus, quoi. Bref, et je vais conclure avec ah ouais, un immense coup de cœur dont il me semble, pareil, pas grand monde parle. Enfin, j'ai même rien vu en fait, mais j'ai pu rater des choses. Birthday Girl. Alors là, je me suis pris une énorme claque. Un film sur une mère et sa fille qui vont et une amie de sa fille également, adolescente, qui vont partir en croisière quelques jours sur un immense paquebot là, comme il y en a aux États-Unis, les trucs, mais c'est des c'est terrifiant. Je trouve ça vraiment, ça me fout les boules en fait ces bateaux là, quoi. Ils sont tellement immenses. Ah ouais, à un moment ils disent septième étage. Le bateau à 7 étages. Elles vont partir parce que c'est l'anniversaire de la fille et la mère souhaite en profiter pour renouer un peu avec sa fille. On va comprendre que la relation est complètement explosée. Enfin voilà, elles n'arrivent pas à s'entendre. Enfin, la mère fait des efforts, mais la fille clairement lui en veut énormément. On comprend qu'elle vit en fait avec son père. C'est très délicat. C'est super bien filmé. La mère est très touchante. La fille joue extrêmement bien. Et sans vous spoiler non plus, mais c'est le pitch de base, et ça voilà, je peux quand même le dire. Dès la première nuit, un drame terrible va se produire, qui va voilà, changer, enfin faire en sorte que le cauchemar s'installe. Et je peux le dire quand même, parce que je crois que c'est même dans l'énoncé du truc, mais en gros, la fille va se faire agresser. Vous avez compris. Et la mère va d'abord essayer d'enquêter, puis donc de trouver le coupable, parce que c'est pas évident. C'est magnifique. J'ai trouvé ce film mais incroyable, alors qu'en plus le sujet était un peu, j'avais un peu peur que ce soit, enfin, que ça tire sur des cordes un peu, que ce soit pas finaux, quoi, un truc un peu dramatique, alarme, machin. Enfin, ça aurait pu être très bien quand même, mais c'est pas ça du tout. C'est ultra neutre. Enfin, il y a quelque chose de vraiment dans la réal notamment. Et même dans l'écriture, c'est vraiment, il n'y a aucune scène où tu te dis, allez, on essaye vraiment de me faire chialer ou de me. Bon, non, non. Et du coup, d'abord, t'es tétanisé et ensuite, t'es intrigué parce que il y a une forme d'enquête, donc, hein, mais c'est trop bien écrit. La conclusion est extraordinaire. Moi, c'est typiquement le genre de film où, à un moment, je regardais, je me disais, pitié, te viande pas sur la conclusion du film, quoi, sur la fin. Et la fin, mais ah putain, une gifle monumentale. La fin est parfaite. Ce sera c'est sans doute une de mes plus grosses recos là, Birthday Girl. Si vous avez envie de lui donner sa chance, si vous l'avez vu d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que alors moi vraiment, mais j'étais pas prêt du tout, mais du tout quoi. Et c'est fini pour fini encore heureux, ça va faire une demi-heure. Fini pour les films et séries abordées. Je vais passer aux questions reçues. Es-tu parvenu à précommander la réédition du Goldorak Poppy Bandai dont tu avais dit, ah oui, que c'était le jouet préféré de ta collection? Moi, malheureusement, je n'ai pas été assez rapide. Oui, oui, donc effectivement, parce que donc mon jouet préféré, là, mon Goldorak
en métal et plastique là, de mon enfance, de chez Poppy Bandai, et réédité en édition limitée à la fin de l'année. Et c'est les précommandes qui ont ouvert là, la semaine dernière, je crois. Et comme prévisible, enfin, et comme c'était à prévoir, pardon, comme prévisiblement, peut-être, tu voulais dire, bah, ça a été la folie, donc je crois que c'est en rupture partout. Et oui, oui, et alors, j'ai pas toujours de la chance hein, sur ce genre de truc, mais là, j'ai eu la chance de pouvoir effectivement en réserver un. Donc je l'aurai, donc je pourrais faire d'ailleurs un petit comparatif. Censément, c'est vraiment une fidèle reproduction. Alors, à savoir, est-ce qu'ils réutilisent les mêmes moules, est-ce que les moules existent encore, les trucs comme ça, tout ça, on verra. Mais en tout cas, ce sont les mêmes matériaux, et censément, c'est réellement exactement le même jouet. Je trouve ça incroyable. Ce qui est incroyable, c'est le prix aussi, qui est très 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 raisonnable. Je l'ai oublié évidemment parce que je suis con, mais c'est vraiment beaucoup moins que ce que tout le monde, enfin, ce à quoi tout le monde s'attendait. Ce qui explique aussi le raz-de-marée du coup, c'est que les gens se sont jetés dessus parce qu'en plus c'est pas cher. Penses-tu que ce serait une bonne idée, une bonne initiative de faire un documentaire axé sur la période déclinante du grunge, ces derniers instants avant sa disparition des radars du grand public, période 95-96? Un documentaire qui parlerait de l'embourgeoisement des musiciens issus de cette scène, de leurs problèmes relationnels ou avec la drogue, des ventes d'albums déclinantes. C'est quelque chose que personne n'a encore fait. La presse s'était jamais attardée là-dessus au moment des faits et même après. Même la page Wikipédia dédiée au grunge ne parle pas vraiment de ça. Ça changerait des habitudes documentaires sur le grunge qui se focalise que sur son âge d'or. Et tu as mais tellement raison, mais j'y ai jamais pensé à ce truc-là, mais ce serait passionnant en plus. C'est super intéressant en fait ce que tu relèves, parce que c'est vrai que sur le grunge, il y a une espèce de traitement qui est exclusivement positif. Enfin, je veux dire qu'effectivement, tu as raison, on ne parle pas du fait que cette vague incroyablement puissante a été incroyablement brève en réalité. Et on n'en parle jamais du déclin du grunge qui a été extrêmement brutal également, hein. Enfin extrêmement rapide. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que on fait tellement, enfin on parle tellement, alors pour ceux qui s'intéressent à la musique de ces années-là, mais on parle tellement par exemple du fait que le grunge a tué le heavy metal américain qui dominait les charts, etc. Et à quelle vitesse il l'a fait. Et c'est vrai que c'était très spectaculaire, parce que ça s'est vraiment joué en un mois, enfin même pas, hein. Enfin, en tout cas en un mois, voilà, tous les groupes qui remplissaient des stades ne remplissaient même plus des petites salles. Et enfin, j'exagère, mais bon, voilà, était passé des stades aux petites salles, on va dire. Et alors les ventes, c'était encore plus terrible, quoi. Et le grunge envahissait les billboards, enfin, tous les top 50 machins, c'était dingue. Mais, par exemple, un truc qu'on ne dit jamais, c'est que la folie du grunge a duré presque moitié moins longtemps que la folie du air metal, heavy metal, tout ce que tu veux, qui l'a précédé. T'as l'impression que dans le traitement de beaucoup de documentaires ou même de journalistes et tout, il y a un malin plaisir à dire le air metal, il s'est fait pulvériser par le grunge, et on s'arrête là en fait. Sauf que c'était normal parce qu'aucun mouvement aussi puissant, c'est-à-dire aussi une mode aussi imposante ne peut durer éternellement. Enfin, et heureusement, qu'est-ce que ce serait chiant. Faut qu'il y ait une alternance, quoi. Mais ça sous-entend que le grunge a dominé le heavy metal, ce qui est totalement faux, y compris dans les ventes et y compris dans la durée, alors encore plus dans la durée. Parce que le heavy metal, c'est au moins 10 ans de règne, et enfin voilà, ouais, pour faire vraiment en gros, quoi, c'est 83, 80, enfin 82, ça a commencé vraiment, même si le vrai règne c'est 85, 86, 87, on va dire. Donc voilà, c'est une remarque pertinente et vraiment intéressante parce que c'est vrai que cet angle-là n'est jamais abordé et je pense que c'est fait exprès. Gros conspirationniste. Parmi tous ces outsiders de la scène heavy metal américaine du milieu des années 80, il y avait Armored Saint, Lizzy Borden, Icon, King Cobra, Black and Blue. Penses-tu qu'avec le temps, ils ont été sous-estimés, auraient mérité une plus grande reconnaissance auprès du public? Plus de succès, au moins comme War Dokken. Armored Saint, je connais très très mal, je connais le nom, mais j'ai jamais vraiment écouté parce que j'ai jamais vraiment accroché, donc je ne peux pas juger. Lizzy Borden, j'adorais Me Against the World, la BO de Black Roses que j'avais acheté. Et cette chanson-là, Me Against the World, oh, mais quelle dinguerie! Le reste de la disco Lizzy Borden, je la connais très mal, j'ai pas vraiment d'album. Et je pense que le personnage était un peu trop
clownesque, hein, façon Twisted Sisters. Je pense que la grosse vague du triomphe des groupes de métal américains, ils étaient pas clownesques comme ça. Alors Wasp pourtant l'était un peu, hein. Et puis à un moment où il a cessé de l'être aussi clownesque avec Headless Children. King Cobra, Icon, j'ai jamais trop aimé, mais je suis pas certain qu'Icon aurait pu percer au-delà de ce qui a été fait. King Cobra, je suis pas très fan à cause de la voix du chanteur. Je connais une seule, c'est Hunger, je crois, que j'aime bien. Enfin, le refrain est très cool. Mais le reste, je connais pas du tout. Black and Blue, j'adore, je vénère ce groupe. Et pour moi, ils rentrent complètement dans ce que tu dis. Enfin, Black and Blue, pour moi, ça aurait mérité d'être un immense groupe, au moins comme Dokken, peut-être même Rat, enfin, tous ces trucs-là. Et ça n'a pas été le cas du tout pour plein de raisons, hein, de la malchance aussi, je pense. Je mettrais vraiment Black and Blue à part, effectivement. Et il fait partie des quelques groupes qui pour moi vraiment n'ont pas du tout eu de chance. Voilà. Tu es plutôt Team XOR ou Sankukai? Sankukai jusqu'à la mort. Et à propos de mort, mort au stressos. XOR, j'ai jamais aimé. J'en ai regardé un ou deux, je me souviens. Après XOR, c'est venu après Sankukai, et je crois que je commençais à être trop vieux. Parce que j'ai pas souvenir que je m'empêchais de regarder non plus. Je crois juste que ça m'intéressait plus. Donc ce genre de série, quoi. J'étais trop vieux, je regardais plus. Donc Sankukai, mais Sankukai en plus, enfin, moi je rappelle que je me suis refait l'intégrale il y a quelques années, et je pensais craquer au bout du troisième épisode. Vraiment, je l'ai lancé pour la nostalgie et rigoler. Et je me suis tout binouaché, comme on dit, et j'ai trouvé ça génial. J'assume, hein, je trouvais ça génial pour ce que c'est, mais j'ai trouvé ça génial. Et 1000 fois mieux que plein de trucs. Je me suis régalé. Super série. Je viens de regarder Boundaries, un film plus que sympa, road movie, avec un papy dealer incarné avec brio par Christopher Plummer. Et des petites surprises genre Christopher Lloyd ou Peter Fonda, un film qui m'a touché par la thématique qu'il aborde. Je n'ai jamais vu ce film, il faut que je le télécharge, je me le suis noté sur ma liste. Donc merci Taroko, parce que bah non, je suis passé à côté, quoi. Personne ne parle de la série anglaise Disclaimer, réalisée par Alfonso Cuarón, pardon, avec Kate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, un thriller captivant. Je recommande chaudement. Pareil, je me le suis noté. Ça a l'air génial. Et sincèrement, alors je te confirme que personne n'en parle. Je n'en ai même. Enfin, je comprends même pas. C'est sur quelle. Faut que je vois c'est sur quelle plateforme en fait, parce que ils en font pas la pub. Enfin, je comprends pas. Mais voilà, je connaissais même pas l'existence de ce truc. Donc j'ai noté pour checker ça. Merci beaucoup. Petite reco, film Butterfly Kisses, ça me dit rien du tout. Pareil, je l'ai noté. Je te conseille la série. Ah, je te conseille la série Good American Family, sortie sur Disney+, tirée d'une histoire vraie que je trouve folle. Je te remercie car c'est grâce à toi que j'ai découvert cette série incroyable. Et là en plus je suis ultra confiant. Il y a des séries comme ça où t'as un peu peur de mais là je sais déjà que je serai pas déçu. Enfin tout le ton c'est tellement parfait. Je sais que ça va se terminer, ça va être satisfaisant, enfin à tous les niveaux, etc. Trent Muller fait-il partie des artistes qui sont ta tasse de thé? Son album Fiction a un son électropop très new wave qui devrait convenir à tes oreilles. Ouais, j'aimais bien une époque et il y avait des choses vachement bien. Donc ouais, c'était ma tasse de thé. Ça, je sais même pas ce qui est enfin ce qui se passe là. Ça fait partie. Il y a plein d'artistes comme ça de la scène électro, techno que j'ai. Enfin, je regarde plus du tout ce qu'ils font quoi. Mais j'en entends pas parler non plus, hein, parce que il y a des fois t'es pas obligé d'aller chercher. En fait, l'info vient à toi quoi. Et moi, par mes réseaux, mes contacts, ça aurait pu être le cas, mais ça ne l'est pas. As-tu tes places pour la tournée de Lady Gaga? J'aurais préféré une tournée de Sebastian Bach, mais ça arrive pour son dernier album. Il remplirait pas les mêmes salles. Après, c'est vrai que c'est dommage, hein, parce que c'est vrai que Sebastian Bach, après je comprends, enfin, qu'est-ce qu'il va se faire chier à venir en Europe alors qu'il vend rien, quoi, ici, quoi. As-tu tes places pour retourner Lady Gaga? Non, 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 non. Alors, non, et je pense que si j'avais essayé d'en avoir, de toute façon, j'aurais juste été contrarié, parce que si j'ai bien vu, elle a vendu 90 000 billets en 10 minutes. Enfin, c'est la folie. Et j'ai vu par contre surtout, enfin j'avais pas mal de contacts, notamment sur Twitter, qui visiblement ont essayé d'avoir des places et ont échoué et piquaient des gueulantes en disant ça va se retrouver en revente 4 fois le prix, enfin il y en a marre, machin. C'est vrai que c'est un problème. En plus, il me semble pourtant qu'elle avait doublé ses dates dans chaque ville, mais ça n'a pas suffi à contenter la demande. J'avoue que je trouve vraiment le dernier album excellent. Je l'écoute pas des masses parce que c'est pas ce que j'ai vraiment envie d'écouter en ce moment. Mais je confirme en fait ce que j'avais dit, je crois, dans le JDV précédent, c'est que c'est un très très bon album de Lady Gaga. En tout cas, j'avais pas particulièrement d'envie, par contre, quoi, de me battre pour aller la voir en concert, sachant que moi je l'ai vu. Pour moi, la meilleure période, c'était
pour Born This Way, je crois. C'était incroyable, il y a longtemps maintenant, hein, plus de 10 ans. Après, situé Alexandre Aja comme réalisateur, son remake de La Colline des Yeux m'avait impressionné. Je l'apprécie beaucoup humainement. Les films, j'en ai pas vraiment que j'ai adoré. Je les regarde tous parce que je trouve son parcours génial, quoi. La Colline à des Yeux, sachant que j'avais pas du tout aimé le film original, j'ai trouvé le remake meilleur. Ouais, enfin, le remake m'a plus séduit. Mais bon, j'ai pas... j'ai trouvé meilleur, donc en même temps, j'ai envie de te dire, moi aussi, il m'a impressionné. Je suis pas très... Il n'y a pas de film qu'il ait fait que j'adore, mais je trouve son parcours assez impressionnant. Et on sent une telle passion. Il me fait penser un peu à Christophe Gans, mais un Christophe Gans qui aurait eu de la chance, enfin, dont tous les projets seraient pas annulés. Je viens de redécouvrir quelques albums que j'avais dans le placard et je voulais savoir si tu aimais Sublime. Je ne connais pas ce groupe du tout. On n'a même jamais entendu parler. Preuve que... Ah, c'est vraiment qu'une merde. Bref. Sinon, je ne saurais... La fatigue, les amis, je suis désolé. Je dois faire ce JDV. Il faut que ce JDV soit fait. Sinon, je ne saurais trop te recommander un groupe qui n'a fait qu'un seul album, Snot. Ça envoie vraiment du lourd. Alors Snot, bizarrement, toi, je connais pas Sublime, mais Snot, je connais. Je voulais te demander si tu te souviens d'un clip dans les années 80 avec un personnage qui ressemble à Clark Kent, qui se transforme en robot pour sauver la fille dont il est amoureux. Je me souviens que quand j'ai copié-collé ta question, je me suis dit, mais de quoi il me parle? Et j'étais très contrarié. Je suis certain que quelqu'un dans les commentaires va trouver. Mais moi, ça ne me dit rien du tout. Pourtant, un clip dans les années 80 avec une histoire pareille, bah non. Si je te dis, est-ce une fille ou un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon, c'est là la question. Pourrais-tu me donner la réponse en francs? Le cas échéant, chanter les paroles. Ah non, déjà la dernière fois je vous ai chanté je sais plus quoi là et vous avez été plusieurs à me dire c'est bien, maintenant fais-moi une vidéo spéciale avec la chanson en entier. C'est quoi je vous ai chanté la dernière fois? Bon bref, c'est pas grave. Ah non non, c'était quoi? C'est la pub. Attends. Alors il faut pas. En plus j'ai été pubeux. Alors les boules. J'hésite entre non Eram. Oui, j'allais dire André ou Eram, mais non Eram. Et alors le prix c'était combien? Je me souviens que c'était pas cher, mais je ne sais plus c'était quoi le prix de celle-ci en tout cas. Je te remercie pas d'ailleurs parce que en prenant soin de ne pas la chanter, j'ai la chanson dans la tête maintenant. C'était des comment dire? C'était des répliques des déclinaisons de vraies chansons, je crois. Ouais, je vais vous la faire. Vous me cassez les couilles. Et c'est une fille ou un garçon? Je vais vous le faire bien les gars, vous allez souffrir. Un garçon aux cheveux longs. Ou une fille en pantalon, c'est la question. Oh putain. Comment il s'appelle ce youtubeur qui fait des reprises en chantant comme ça de façon très 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 maniérée, qui fait des vidéos ciné mais qui des fois chante. J'aimais beaucoup le krautrock avec des groupes... ah oui, je te l'ai fait une prononciation à la française. Je suis désolé, je voulais pas de quoi tu parlais. Tangerine Dream, un nombre de musiques de films des années 80 incroyable. Une de mes BO préférées au monde avec Risky Business. Ouais, j'ai décidé de... Voilà, vous avez ouvert la boîte de Pandore, les gars. Aucun amour propre. Kraftwerk, je vais aller voir en concert en juillet et Klaus Schultz, Estacam. Alors, c'est pas vraiment ma cam. Kraftwerk, j'ai jamais réussi à vraiment accrocher, alors que ça a influencé beaucoup de groupes que j'adore et que j'ai beaucoup écouté, notamment des groupes de techno, même d'électro, et tout comme ça, qui se réclament, enfin ils se réclament pas, mais ils disent tous à quel point Kraftwerk les a influencés, quoi. Et j'aime bien le côté froid, hypnotique, enfin en fait ça devrait me plaire. Mais je sais pas, au niveau mélodique, jamais trop accroché. Par contre, je reconnais que c'est un groupe très important, même dans l'histoire de la musique tout court en fait. Tangerine Dream, c'est surtout les BO, donc les BO de films effectivement que j'adore de leur part. Leur chef-d'œuvre pour moi, c'est Love in a Train, là, je sais plus quoi. Enfin, c'est le truc de Risky Business, clairement fabuleux, qui a d'ailleurs influencé énormément d'artistes de la scène électro qu'on samplait, enfin ou reproduit on va dire leur petite ligne mélodique de synthé là pour Risky Business dans des morceaux plus tard quoi. Et bref, le reste ouais. Alors Kraftwerk en concert, j'ai un pote qui était allé les voir il y a pas très longtemps, il y a quelques années mais pas très longtemps. Je crois que c'était très bien. Est-ce qu'il y a un ou des artistes pour lesquels tu as sciemment fait des efforts pour rentrer dans leur univers parce que tu avais décidé d'aimer leur musique? Et est-ce que parfois ça n'a pas marché? Putain, mais quelle question géniale. J'ai connu des potes qui avaient fait ça, en tout cas, ça c'est sûr. C'est un truc d'ado ça, hein. Donc je pense pas qu'un adulte fasse ça, mais quand t'es ado, ah ouais, ça arrive.
Alors attends. Tu sais, des fois, par exemple, putain, faudrait que je trouve un exemple. Mais des groupes où, par exemple, j'adorais tellement leur look. Vous allez très bien voir ce que je veux dire. J'avais tellement un coup de foudre pour leur apparence que je me disais, oh, je décide que j'adore. Alors, voyons voir, qu'est-ce que c'est la musique? Et j'écoutais, je disais, ah, ok, ouais, si, ça, je vais adorer. Et je me forçais, alors à aimer, on peut pas se forcer à aimer en fait. Mais je me forçais à réécouter en me disant, bah, à la longue, ça va finir par me plaire. Et alors, est-ce que ça a marché parfois? C'est possible, mais j'ai pas vraiment. En fait, je trouve pas d'exemple. Je cherche un truc, mais j'ai pas vraiment d'exemple. Ça m'est forcément arrivé avec des artistes, mais c'est très drôle en tout cas, parce que j'avais des copains qui étaient dans ce cas-là aussi. Que penses-tu du film Possession de Zulawski? J'adore ce film avec Sam Neill et Adjani, un grand, enfin un classique. Oui et non, parce que en fait, je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont jamais vu et que ça l'intéresse, enfin que ça les intéresse pas de le voir. Après, c'est vrai que c'est pas un cinéma. C'est pas, c'est pas comme tu dis, t'as pas vu Retour à le futur? Oh, tu devrais lui donner sa chance. Bon. Ah ouais. En possession, faut un peu préciser de quoi il s'agit, quoi. Connais-tu le groupe polonais Sexy Suicide? Si oui, qu'en penses-tu? Tribute Band ou Rip-Off Band? Je ne connais absolument pas ce groupe et j'ai pas eu le temps d'aller checker. En fait, je m'étais dit que j'allais aller voir ce que c'était. Le nom est très cool, en tout cas. As-tu vu le film d'horreur Kuzo, pardon, réalisé par le rappeur américain Flying Lotus? Et connais-tu sa musique, par exemple l'album Cosmogramma? Je ne connais pas ni le film d'horreur Kuzo, ni le rappeur américain Flying Lotus. Et c'est là que je me dis que je suis vraiment une vieille merde. Vraiment, hein, je suis pas du tout au courant. Et je pressens qu'il est assez connu. Je sais pas pourquoi. J'ai un truc, je me dis que c'est la honte. C'est la honte de pas connaître. Donc pareil, je vais aller déjà écouter sa musique. Après, ça intéresse. Enfin, je sais pas si c'est un film, genre petit film indé, ou s'il fait partie de ces artistes qui font des gros films pour des gros studios, quoi. Mais je vais aller voir. En plus, film d'horreur, ça m'intéresse. Connaissez-vous le groupe, alors quelqu'un qui me vous voit, connaissez-vous le groupe Wang Chung? Avez-vous un avis sur Charlie Couture, les albums de Quincy Jones? Regardez-vous dans les CD qui a masterisé le nom des musiciens, etc. Alors, je suis allé chercher mes albums de Wang Chung, parce que figure-toi que je connais. C'était quoi ta question? Oui, je connais et j'adore. J'étais ultra fan de Wang Chung. Et par exemple, tout à l'heure, quelqu'un me disait les groupes qui n'ont pas eu le succès qu'ils auraient mérité, etc. Wang Chung, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ils ont quand même eu du succès. Et oui, mais je trouve que c'était pas du tout à la hauteur de leur talent. Donc ça, ils auraient dû avoir infiniment plus de succès, quoi. Donc voilà, Wang Chung, je vais passer assez rapidement, mais voilà les albums que je possède. Pour te dire, oh putain, celui-là, j'adore cet album-là. Quand je dis que j'adore, c'est-à-dire que même les, voilà, pas juste les singles, hein, vraiment même les petites chansons, mais tout. Les petites chansons. Euh, le chef-d'œuvre de Wang Chung pour moi, c'est vraiment la BO de To Live and Die in LA, que j'ai écouté, mais un nombre de fois, mais inimaginable dans ma vie. Et c'est un chef-d'œuvre. Je crois que je viens de le dire, mais euh, voilà. Et ça, je sais plus pourquoi je l'avais pris. Peut-être parce qu'il y a des morceaux inédits ou des versions remasterisées. Je ne sais plus. Bref, c'est un best-of. Un best-of, mais ouais, il y a forcément un petit contenu spécifique pour que j'ai souhaité le prendre alors que j'ai déjà tous ces albums-là. Donc voilà, donc j'aime incroyablement Wang Chung. Extraordinaire duo des années 80. Charlie les Coutures, j'ai aucun avis parce que mon père écoutait à une époque, dans les années 80. Mais moi j'aimais pas trop, je trouvais qu'il était bizarre. Mais quand j'étais enfant, quoi, j'entendais les tubes. Après, il a un peu disparu du circuit. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, les médias en parlaient moins en tout cas, où ils vendaient moins d'albums. Mais à l'époque où il faisait vraiment des gros tubes dans les années 80, peut-être début 80, j'entendais, mon père avait un album ou deux. J'aimais pas trop sa voix en fait, voilà, il y avait une voix très particulière. Par contre, avec le recul aujourd'hui, le mec avait un immense talent, quoi. Un univers et humainement, j'avais vu quelques interviews enfin dans ma vie, j'en ai vu quelques-unes de lui et c'est un mec génial. Humainement, j'ai adoré. Mais artistiquement, c'est pas du tout ma came, quoi. Donc à mon avis, il est plus que positif, quoi. Mais c'est à titre personnel, je suis pas fan du tout.
Les albums de Quincy Jones, donc pas produits, hein, mais les albums, les quelques albums qu'il a sortis en son nom, je connais extrêmement mal parce que je suis pas fan ou du style ou du style. Non, mais vraiment. J'écoutais à une époque, hein, mais sans plus. Bon, par contre, oui, le génie, vraiment, le génie, y a pas de problème. Mais c'est pas ma cam, quoi. Alors, et après, est-ce que je regarde dans les CD qui a fait le mastering, le nom des musiciens? Non. Non, non, non. Sauf quand, enfin, à une époque, je regardais qui a produit, mais c'était vraiment quand j'étais fan de heavy metal, parce qu'il y avait des producteurs stars et qui avaient une façon un style en fait que j'adorais. Et par exemple, quand je voyais un nouveau groupe et que je voyais que les noms vont rien vous dire, hein, je vais même pas faire la liste, mais t'en avais au moins 3 4 5 même qui étaient des producteurs stars de air metal, heavy metal et tout. Et je regardais parce que ça m'indiquait un peu une valeur, enfin, c'est vrai. Hein. Donc voilà, je faisais ça. Après, les musiciens, le nom des musiciens, je le faisais quand j'étais fan pour apprendre leur nom, mais je pense que ce que tu veux dire, c'est voilà pour regarder un peu le CV de musiciens qu'on ne connaît pas évidemment, etc. Pas vraiment, pas vraiment, sauf quand c'est des stars, enfin quand c'est voilà. Aimes-tu le gore italien des années 80 tels que Lucio Fulci, Dario Argento, Michel Soavi, Lamberto Bava? Alors c'est une question qui revient très régulièrement et ma réponse n'a pas changé. Par contre, pas du tout. Pas du tout, du tout. Avec quelques exceptions. Sinon, ce serait pas drôle. Si j'étais cohérent, ce serait chiant en même temps. Dario Argento. Dario Argento, ouh. Parce que Dario Argento, en fait, contrairement pour moi aux autres de ta liste, dont j'ai tout. Alors par contre, les 4 que tu me cites, j'ai vu pas toutes leurs filmos, pas exagéré, mais j'ai vu beaucoup de films de chacun. Parce que j'étais curieux, et puis qu'à une époque, quand même, j'aime tellement le genre horreur, quoi, que je tentais quand même. Et je disais, ah bon, j'ai pas aimé celui-là. Bon. Après, j'en louais un autre, par exemple. Ah là, pas de celui-là non plus. Bon, bah, voilà. Après, j'ai compris ce qui me déplaisait, notamment les couleurs propres à ce genre de cinéma et le gore, la façon de faire le gore. Quoi. Mais Dario Argento, que j'adore, c'est l'exception. C'est l'exception parce que pour moi, Dario Argento, il fait peur en plus. Alors que pour moi, les autres font pas vraiment peur, même, voire même pas du tout en réalité. Parce que ça n'a pas forcément très bien vieilli, je trouve. Et donc, si t'es pas fan de gore et que tu regardes juste l'intrigue, bref. Alors que les Dario Argento, l'oiseau plumage de cristal, même Opéra, Suspiria, Ténèbres, là, putain, enfin, il y en a beaucoup que j'adore, et mais, enfin bon, l'oiseau plumage de cristal, oh la vache, ça m'a fait terrifier, faut dire que je l'avais vu, je l'avais vu, je devais avoir 12 ans, et je l'avais loué un week-end où j'étais seul, et du coup, je l'avais regardé la nuit tout seul. Putain, ah, je faisais pas le fier. Donc ça faisait peur. En plus d'être dégueulasse visuellement avec du gore. Quoi. Mais la violence psychologique était super, enfin, était pas du tout négligée. Quoi. Alors je trouve que dans les films des autres, Varsovie surtout, même Baba, je trouve hein, que c'est vraiment, non, ça fait pas vraiment peur, je trouve. Trouves-tu pas qu'il y a beaucoup trop de reprises de Goldman? J'en fais une overdose. J'étais pas au courant parce que j'écoute pas la radio, je ne regarde pas la télé. Donc mon contact avec le monde extérieur, c'est Internet. Et si tu ne vas pas les chercher, je vois pas enfin, j'entends pas parler. En fait, je sais pas de qui reprend Goldman. Je sais pas. Est-ce que c'est des trucs genre des petits cons de télé-réalité, genre Starac machin, ou est-ce que c'est des vedettes, enfin des chanteuses, des chanteurs français qui reprennent Goldman? Je sais pas trop. Après, pour moi, Goldman. J'en ferais une overdose si je subissais, oui, c'est sûr. Je rappelle que j'adore les 2 premiers albums studio. Même le troisième, j'aime bien. Mais les 2 premiers, je vous en ai déjà parlé il y a très très longtemps, qu'il a complètement renié d'ailleurs. Hein. Pour lui, c'était très mauvais. Pour moi, c'est les 2 seuls que je connais par cœur, que j'adore, enfin minoritaire. Ouh, fabuleux. Mais c'est un Goldman très différent, très énervé, très dark, même dans le chant beaucoup plus agressif. Je te recommande un film incroyable des années 80, Fondu au noir, l'as-tu vu? Je ne crois pas, ça ne me dit absolument rien. J'ai pas eu le temps d'aller checker, mais par contre, je vais aller voir, donc je mets sur ma liste. Et je te dirai si en fait je l'avais vu, mais enfin, là en tout cas, un film des années 80 pourtant, mais non. Connais-tu l'artiste Morgan Willis? Sa musique fait 13 années 80. Ouais, je connais, c'est vrai, fait 13 années 80.
pas très fan. Mais oui, oui, je connais un peu. Je suis pas expert, hein, mais... Et la dernière question, que penses-tu des Zwinkels? Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est un groupe, je crois, hein. Un groupe, j'allais dire punk, enfin pas, je ne sais plus, bref. Du coup, j'en pense rien parce que par contre, je ne connais pas, enfin, je ne maîtrise pas du tout. Et il y a eu moins de questions que d'habitude où je dis j'y connais rien, que je suis désolé, autoflagellation. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.